La marée noire du Prestige, elle continue à souiller les côtes françaises. Le Pays Basque n'avait été que légèrement touché jusque-là. Eh bien, les habitants de Hossegor, Bidart, Biarritz, Anglet ont eu la mauvaise surprise de découvrir ces galettes de fioul amenées par la marée montante. Les moyens de dépollution en mer ont encore été renforcés avec 32 bateaux ce matin. Sur les plages, des plaques de pétrole continuent à s'échouer à chaque marée. Déjà, des oiseaux mazoutés ont été retrouvés sur les plages du sud-ouest. 6 chalutiers ont pris la mer pour rejoindre le lieu du naufrage dans le cadre du plan Polmar-Mer. La pollution du Prestige, ce ne sont plus des boulettes de fioul, mais des plaques entières qui se déversent sur les plages. Quant aux pêcheurs, c'est leur propre survie qui est en question car ils craignent une interdiction de pêche. Car ici, pas d'immenses étendues de plage comme en Gironde ou dans les Landes, mais une côte rocheuse très découpée, très difficile à dépolluer. Les autorités avaient autorisé la réouverture de quelques plages malgré l'interdiction provoquée par la marée noire. Le ramassage méticuleux qui a été effectué ici sur la côte basse toute la journée n'exonère pas malheureusement un prochain arrivage de boulettes de fioul. Et c'est ce que craint tout le monde ici avec la prochaine marée. Contrairement à ce que déclaraient les autorités espagnoles, le fioul s'échappe toujours du Prestige qui gît par près de 300 mètres de fond. N'oublions pas que si la catastrophe du Prestige a eu cet impact, c'est qu'elle est le résultat d'une sorte de chaîne de problèmes. D'abord du très très mauvais temps sur le proche Atlantique, avec une petite dépression secondaire très violente qui est arrivée sur le Portugal. Un navire en mauvais état, semble-t-il, qui s'est quand même coupé en deux, donc c'est que vraiment vous ne pouvez plus naviguer correctement. Un équipage certainement dépassé par les conséquences de ce qui allait arriver, mais aussi un certain nombre de gens qui sont les commanditaires, les responsables de la sécurité, bref, les gens qui gèrent aussi la navigation en mer. Et le résultat, c'est qu'à un moment donné, ce bateau qui a divagué 6 jours devant les côtes de Galice s'est coupé en deux et que sa cargaison a terminé sur les côtes espagnoles et françaises. Je ne suis pas certain que les conséquences, les conclusions ont été tirées de cet effroyable moment, quoi. Je ne suis pas certain qu'on ait mis en place les outils qui permettent d'éviter un second Prestige. Je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas certain que les gens qui utilisent la navigation pour s'enrichir au détriment des marins et des bateaux aient intégré le fait qu'il fallait modifier leur comportement. Des galettes de mazout et des oiseaux sur la grande plage de Biarritz, c'est le triste constat fait depuis hier, avec la crainte dès aujourd'hui de vents forts à plus de 100 km à l'heure. Ceux-là ont eu de la chance, ils sont encore vivants. Depuis 48 heures, poussés par des rafales de vent, les oiseaux du grand large échouent par dizaines sur nos côtes. N'oublions pas que ça peut se reproduire, peut-être pas forcément sur les côtes espagnoles ou le golfe de Gascogne, mais ça peut se produire demain ou après-demain sur les côtes bretonnes. C'est quand même le rail de Ouessant, c'est quand même l'endroit où on a plus de navires qui passent. Ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est des pollutions à base de pétrole. Le jour où ça sera une pollution chimique, ça ne sera pas du tout la même histoire. Là, systématiquement, on va dire pour le volet animaux, si c'est du chimique, ça sera euthanasie systématiquement de tout le monde. Là, il faudra que ce soit vraiment des équipes de professionnels qui interviennent sur ce type de pollution. On accueille des milliers d'oiseaux pour en relâcher que quelques centaines et on sait très bien que sur un laps de temps d'une année, on aura un taux de survie qui va être à peu près d'1%. Donc c'est des millions d'euros qui peuvent être dépensés pour sauver un pourcentage d'animaux qui est très très faible. Ça ne sert à rien de vouloir soigner des animaux sachant très bien qu'on n'arrivera pas à les sauver. Autant préserver la biodiversité en ayant un travail en amont par des contrôles. Nous on le voit tous les ans, dès qu'il y a une tempête dans le golfe de Gascogne, les navires ne sont plus surveillés et ils en profitent pour dégazer, pour nettoyer leurs cuves. On est capable de voir, je m'excuse, mais par satellite, un gars en plein désert avec un 4x4 et des armes dans des conflits. On n'est pas capable de voir un navire en pleine tempête qui va dégazer et qui va impacter la faune sauvage sur des dizaines de kilomètres de littoral. Les vagues sont là et ils savent qu'ils ont intérêt à en profiter. Dans quelques jours, ce paradis des surfeurs pourrait devenir impraticable. Une idée déchirante, tous savent qu'ils nettoieraient spontanément leurs côtes, mais les associations n'encourageront pas le bénévolat. On ne peut pas, nous, cautionner cet appel massif aux bénévoles et demander aux associations et aux bénévoles une fois de plus de mettre la main à la pâte. Nous sommes des victimes. N'oublions pas que ce naufrage du Prestige n'est pas un accident.
Il est arrivé parce qu'il y a des responsables. Il est arrivé grâce à des complaisances. Pavillon de complaisance, complaisance de certificat de navigabilité, manque de contrôle, volonté des armateurs d'économiser quelques milliers d'euros, avidité, en oubliant le dommage monumental que ça peut créer. N'oublions pas, en tout cas moi je n'oublierai pas, les images d'horreur qu'on a vécues au moment du Prestige, ces côtes dévastées, ces animaux morts, cette noirceur partout qui a massacré ce littoral, cette mer, comme celle qui est derrière moi, qui est magnifique et dans laquelle nous vivons au quotidien, nous, habitants de la côte, nous, surfeurs, nous, simples citoyens. N'oublions pas ce que nous lui devons. Nous devons la protéger parce que, malheureusement, face à l'homme, elle ne peut pas se protéger toute seule. N'oublions pas que, comme moi, nous sommes des millions à vivre en bord de mer, à vivre de la mer, à vivre avec la mer, à vivre pour la mer. Ce qui est arrivé au moment du Prestige, c'est un attentat humain, un attentat environnemental, mais aussi un attentat économique. Nos vies, tout ce que nous aimons était en danger. On n'a plus le droit de transiger avec ça. On doit être sévère, on doit être vigilant, attentif et faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et le pouvoir, nous en avons tous un petit peu, en tant que citoyens, en tant que membres d'associations, en tant que pouvoir public. Tout le monde a une certaine force. Il faut qu'on la canalise dans un seul but. Alors, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est la difficulté finalement à cerner le sujet. Parce qu'on avait affaire à quoi dans cette catastrophe qui n'avait rien de naturel finalement? Pas à une véritable marée noire comme on a pu la connaître en Galice, mais à quelque chose de beaucoup plus diffus. Et le résultat, c'est que on avait du mal à la fois apercevoir la gravité de la catastrophe, nous, ici, sur la côte basque-hollandaise, et comment traduire ce qui allait devenir réellement une catastrophe écologique. Moi, je me souviens, par exemple, que les premières boulettes sont arrivées sur une plage qui appartenait, et qui appartient toujours, à l'armée. Donc là, on s'est trouvé avec une double difficulté. Les premières boulettes qui arrivent, il ne fallait pas les louper, mais c'était sur un terrain militaire. Seconde difficulté pour pouvoir y accéder. Ensuite, il a fallu trouver des exemples extrêmement concrets. Le premier sur lequel on a pu travailler à l'époque, c'était des ostréiculteurs, des gens qui travaillaient de la mer, qui ont été les premiers impactés par cette marée noire, qui n'avait de marée noire que le nom, parce que pendant les premiers jours, c'était uniquement des boulettes qui arrivaient par vagues successives, pas une véritable marée noire comme on pouvait la concevoir, comme on pouvait la voir en tête, comme on avait pu la voir. Donc c'est cette difficulté à traiter un sujet qui effectivement était important, mais comment trouver le bon exemple, le bon angle. Pour tenter de limiter la nouvelle vague de pollution annoncée, c'est en mer directement que ces pêcheurs vont tenter de récupérer le pétrole du Prestige. Les moyens sont rudimentaires, de simples épuisettes, mais il y a urgence. Une importante nappe de 200 km de long menace le littoral du sud-ouest. Alors n'oublions pas que 10 ans après, la première découverte des nappes de pétrole que nous avons eues après que l'ordre de réquisition a été donné, alors, nous avons trouvé les premières nappes, ça a été surprenant, à la sortie du port de Saint-Jean-de-Luz pratiquement, c'est-à-dire dans les premiers milles derrière le fort de Sokoa. On a trouvé une densité de nappes assez impressionnante avec des galettes qui c'était même pas des galettes, c'était carrément des plaques que nous avions du mal à 2-3 personnes à arriver à rentrer à bord. C'était une masse assez compacte de 8-10 cm de long. Et ça a été impressionnant pour nous parce qu'on s'est dit qu'à quelques jours près, tout se retrouvait dans les falaises et sur les plages. Nous n'avions pas de gros moyens, on n'a pas eu de gros moyens. Au départ, on était un petit peu on est parti avec nos crocs, avec des pelles en tamis fabriquées je ne sais où, avec des manches de bambou. Et on est parti avec ça en fait. Ça, des combinaisons, un petit masque sur le visage, et puis vogue galère. Si on avait tardé à nous réquisitionner, je pense que le travail sur les plages aurait été beaucoup plus dur et beaucoup plus long pour éliminer tout ce pétrole. C'est vrai que
c'était plus facile de le faire tant que ça flottait que quand ça se dépose sur des rochers ou sur des criques un peu inaccessibles. Il faut qu'aussi on ait les moyens à terre, qu'on se donne vraiment des moyens à terre, qu'on se dote vraiment de moyens à terre de façon à ce que si ça doit se produire, on puisse agir sur tout le littoral et rapidement. Hier, 9 tonnes d'hydrocarbures ont pu être récupérées en mer. Les chalutiers pourraient en ramasser 3 fois plus aujourd'hui. Mais malgré la mobilisation d'une vingtaine de bâtiments, ce matin, de nouvelles boulettes arrivaient encore sur les rochers de la côte basque. Nous avons besoin de l'eau, c'est indispensable à la vie de nos poissons. Donc nous étions extrêmement inquiets par rapport à l'arrivée de ces nappes ou de ces boulettes. Nous avons mis en premier temps des grilles par rapport à nos pompages, puisque nous pompons tous les jours à marée haute, au niveau du Port-Vieux. Ensuite, s'est posé le problème, si jamais il y avait des arrivages de pollution trop importants. Dans ce cas-là, on n'aurait absolument pas pu pomper. Bien évidemment, nous avons une petite autonomie de nos aquariums, mais pas suffisante s'il y avait une grosse pollution. Et nous avions mis en place un accord avec les centres de thalassothérapie qui, eux, ont des pompages beaucoup plus protégés, beaucoup plus au large, sous le sable. Et nous avions mis en place une procédure pour récupérer de l'eau de mer et alimenter ainsi nos aquariums, puisque le monde vivant est un monde fragile. Si des boulettes de fioul réapparaissent, les plages seront évidemment à nouveau fermées au public. Mais le maire est confiant. Il envisage même de lever prochainement l'interdiction de baignade. 20 nettoyeurs sur la plage, du savon à disposition au large, un filet filtrant et un navire de surveillance. La chasse aux boulettes est ouverte et la ville utilise les grands moyens pour convaincre que les plages sont propres. Les plages sont propres parce qu'elles sont nettoyées tous les jours. Mais propre ne veut pas dire nettoyer tous les jours, en fait. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a encore des... Il y a des arrivées de boulettes, tout le monde le sait. Ce que je n'oublie pas, c'est un moment de confusion, d'attente, d'inquiétude. Ah, là, on est donc en situation de communication de crise avec une cellule de crise qui est un vrai QG. Et là, c'est vraiment la préfecture, les communes, avec un procédé très précis. C'est le combat, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des instructions très claires. Au niveau de la ville, il n'y avait qu'un seul interlocuteur. Le seul qui pouvait s'exprimer, c'était le maire. Et toute demande d'interview des médias passait par le service communication et on allait vers le maire. Donc il y avait un procédé très précis. Donc d'ailleurs, le secret de la communication de crise, c'est la rigueur et la réactivité. C'est-à-dire, quand ils ont annoncé qu'il y allait avoir une tempête, je crois que c'était mi-décembre, et qu'il y avait de grandes nappes de fioul qui étaient au large, que les pêcheurs essayaient de ramasser au fur et à mesure. La veille et l'avant-veille, c'était pire que sur le tapis rouge de Cannes. La grande plage, il y avait des caméras et des radios partout, avec interdiction d'aller sur la plage, la tempête, les vagues. Il fallait protéger les services techniques qui nettoyaient jour et nuit et qui étaient vraiment, eux, là pour, à l'ouvrage. Et d'autre côté, des médias nationaux qui avaient besoin d'informer, mais surtout de faire des effets d'annonce. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais bon, Internet commençait à être en place. Et pour prouver qu'on ne racontait pas des histoires quand on disait que c'était pas une marée noire épouvantable sur la plage, c'était les webcams. Donc on avait pour la population locale une ligne gratuite et quelqu'un en permanence pour répondre aux questions, aux inquiétudes, aux rumeurs. Il y avait des rumeurs incroyables qui circulaient. Et pour les gens extérieurs qui ne vivaient pas sur Biarritz, Internet, les webcams. C'est-à-dire que quand les gens voulaient annuler une réservation, on leur disait, écoutez, si vous ne croyez pas, allez voir, vous verrez, la grande plage et la Côte des Basques, etc. ne sont pas souillés comme on le voit parfois à la télévision. On s'attendait tous à une marée noire et nous, on a eu la vague médiatique.
car avec plus de 600 millions d'euros générés chaque année, le tourisme est vital pour l'économie du Pays Basque. Une incertitude qui pèse sur l'industrie touristique, à l'image de ce centre de thalassothérapie. Camping, hôtels, résidences de vacances, c'est l'ensemble du secteur qui risque de subir l'effet prestige. Selon des estimations, le niveau de réservation est inférieur à 2002, une baisse de 50%. N'oublions pas que tous les hôteliers de Biarritz à cette époque-là se sont renouvelés. Les présidents étaient très bien, mais ne cherchaient pas, si vous voulez, à faire du revamping de leurs produits, c'est-à-dire le mettre au goût du jour, moderne. Donc beaucoup d'hôteliers se sont retrouvés au mur, littéralement, parce qu'ils avaient mis des frais en place, ils avaient mis des investissements en place. Et ces gens-là, le problème qu'ils avaient, et c'était le problème d'ailleurs de toutes les professions près de la mer, c'est que la baisse d'activité de 20 ou 30% faisait qu'ils étaient très vulnérables à si vous voulez, à un choc, dans la mesure où le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous. Une quarantaine de pompiers et de civils étaient déployés ce matin pour un travail de fourmi. Rassemblés en tas, les galettes qui se sont échouées la nuit dernière. Les hommes de la sécurité civile ont repris le travail ce matin, travail de plus en plus physique. Le maire de M. Borotra nous a demandé de prendre contact avec son collègue du Croisic, qui avait eu à subir, lui, la catastrophe de l'Erika. Donc nous sommes allés au Croisic, voir près de nos collègues de la mairie, voir un peu comment les choses se passaient. Bien entendu, nous avions des pompiers qui nous aidaient, c'est normal. Mais comme nous, ville, nous avions suffisamment d'employés à mettre pour le nettoyage, on a préféré leur dire, allez voir dans les communes environnantes, qui ont des cotes énormes et dont les services sont moins importants que les nôtres. Je pense notamment à Guétari ou à Bidart, qui avaient également des ennuis et qui n'ont pas les services aussi importants que nous. Non mais, vous voulez, moi j'ai du mal à parler de drame. J'ai du mal à parler de drame parce qu'il y a tellement eu, si vous voulez, une solidarité extraordinaire. Sur les plages, le travail des équipes de nettoyage est très compliqué. Il est même impossible d'intervenir ici sur les rochers de Biarritz, inaccessibles. En fait, ça peut être nettoyable, mais là, ça va être plutôt des gens qui sont des cordistes, en fait. Des gens qui sont spécialisés parce que ça représente quand même un risque. Donc n'oublions pas que lorsque les boulettes d'hydrocarbures arrivent sur l'estran, le travail des équipes de nettoyage est remarquable, mais ce que ça a aussi souligné, c'est que le nettoyage systématique et massif n'est pas toujours le plus pertinent pour les écosystèmes. Quand on a une plage sableuse avec des forts enjeux socio-économiques, touristiques, il est important de nettoyer rapidement. Mais comme dans le cas du Prestige, quand on a sur la côte basque des estrans rocheux avec un recouvrement en hydrocarbures pas trop important, il vaut mieux laisser faire la nature et une auto-épuration naturelle qui va être beaucoup plus efficace que d'utiliser des méthodes de nettoyage qui peuvent être très abrasifs et qui vont bien sûr décaper la tâche de mazout, mais également enlever toute la vie qui vit sur les rochers et qui va participer très activement avec les UV du soleil, avec le ressac de l'océan, au nettoyage naturel des écosystèmes. Donc, dans le cas du Prestige, on n'a pas eu un nettoyage systématique, et c'est très bien. Ça ne s'est pas fait pour des raisons pour limiter les impacts du nettoyage, et également pour des raisons pratiques, puisqu'il y avait des sites qui étaient très difficiles d'accès. Et c'est une bonne chose parce qu'on a pu encore une fois mesurer les capacités de biodégradation de l'écosystème, et que pour l'aider, cet écosystème, il vaut mieux mettre en place des actions de nettoyage ciblées et graduées pour l'aider à récupérer de la pollution. N'oublions pas qu'en cas de crise, le plus important, c'est de ne pas céder à la pression des médias pour préserver l'information. Préserver l'information. N'oublions pas qu'il faut toujours travailler en amont sur toutes les problématiques environnementales et que ce n'est pas qu'une fois que le mal est fait qu'on arrivera à trouver des solutions pour sauver ces espèces. Trouver des solutions pour sauver ces espèces. N'oublions pas qu'une station balnéaire comme Biarritz est très vulnérable à la mode et très vulnérable à l'information. Et très vulnérable à l'information. N'oublions pas l'horreur, n'oublions pas la désolation, n'oublions pas la colère et n'oublions pas la mer. Et n'oublions pas la mer.
N'oublions pas qu'après chaque drame, et c'en fut un, se cache une très très grande solidarité. Une très très grande solidarité. N'oublions pas qu'avant tout, informer, c'est aller au plus près de la réalité. Au plus près de la réalité. N'oublions pas que si nous voulons nous protéger, il nous faut protéger l'océan. Protéger l'océan. N'oublions pas que le pêcheur est en première ligne, tant pour puiser, mais également pour réparer. Également pour réparer. N'oublions pas que l'écosystème peut jouer un rôle essentiel en termes de résilience après une telle pollution. Résilience après une telle pollution. N'oublions pas, pour ceux qui utilisent la mer, que ce soit commercialement ou pour le plaisir, que l'océan est un bon miroir de nos attitudes. L'océan est un bon miroir de nos attitudes.